pas facile de faire l'histoire de sa propre famille. Et en tant que sociologue, on a toujours une vision. On reviendra un peu sur ces questions de statut social, même de classe sociale, et de mon intérêt que j'ai pu avoir pour les travaux de Pierre Bourdieu. Quelle est l'influence finalement de sa propre trajectoire sociale sur nos choix professionnels, nos choix de mariage, etc., etc. Effectivement, disons, c'est probablement une des raisons pour lesquelles, finalement, les travaux de Bourdieu m'ont intéressé. C'est une question que je me suis posée par rapport à moi-même, mais pas à ce moment-là. J'étais plutôt en forme de... J'aimais bien l'homme révolté de Camus. J'étais en révolte contre ma famille. Je trouvais mon père très autoritaire, trop conservateur, etc., etc. Mais c'était quand même un milieu familial, un milieu social, un milieu familial, je dirais, oui, confronté finalement à ce déclin de l'entreprise. Parce que mon père va devoir fermer l'entreprise et la fin de sa vie, et, il était ruiné, quoi. Et lorsque ma mère va reprendre tout ça, pas l'entreprise, mais même la maison où on habitait à Plessisville, après le décès de mon père, ma mère va être obligée de vendre cette maison. Donc, vous voyez, quand même, on a quand même ressenti, c'est dur, mais probablement plus les jeunes qui étaient encore à la maison. Moi, j'étais aux études, ensuite je suis allé en Europe. On ressentit peut-être plus durement, disons, ce déclin de la famille. Et l'éclatement aussi des valeurs. C'était quand même la période de la contre-culture, la période, disons, des drogues, de la Marie. Moi, j'étais déjà presque installé ou en voie 2. J'étais étudiant, je pensais être, donc je n'ai pas vécu, disons, de manière aussi frontale cette contre-culture. Mais les trajectoires vont être à ce moment-là, oui, assez différentes. J'ai ce frère curé la grande sœur, donc, qui va venir à Montréal, va marier un ingénieur, avoir des enfants. Bon, j'avais un frère plus âgé qui aurait pu devenir un industriel de la famille, mais qui était mis à la porte du collège de Lévis, bon, il aimait sortir en cachette, il aimait aller boire, sortir, voir les filles, et tout ça, et qui va être mis à la porte du collège et qui va avoir après essayer de travailler avec mon père à Victoriaville. Puis ça l'intéressait plus ou moins, puis finalement, il va avoir la petite délinquance, il va venir à Montréal. Il y aura une vie finalement beaucoup plus difficile. Il va être pendant de longues années pour fuir, je dirais, la justice, expatrié au Costa Rica, vivant d'un petit bed and breakfast. Donc, vous voyez quand même, mes sœurs ont plutôt étudié sciences infirmières. L'une va souhaiter faire la poésie, l'art visuel, plus ou moins facilement. Donc, avec des trajectoires au plan des mariages plus difficiles. Quoique j'ai une sœur qui, elle, a fait sciences infirmières, mais qui a décidé de poursuivre une formation universitaire et de devenir prof dans un cégep de Sainte-Foy. Et son mari, qui était un bon copain de mon jeune frère, était sociologue, il a fait carrière. Donc voilà, la sociologie est quand même présente. Et mon frère plus jeune, Benoît, lui, a fait des études d'anthropologie à l'Université de Montréal, pour ensuite faire un voyage en Amérique latine pendant un été, et au retour s'installer à la campagne, dans la région de Plessisville, sur une ferme dont j'ai parlé, et près de ce village qui s'appelle Viennet, où on va chaque année au presbytère, et de s'installer sur une petite terre de roche, de devenir menuisier, d'avoir 5 enfants. Sa femme est musicienne, de bonne famille de Plessisville et tout ça. Et rendu à 40-45 ans, trouvant le travail de menuisier l'hiver plutôt difficile, a décidé finalement le mot convertir est assez précis. Bon, il est devenu diacre et responsable de paroisse à Plessisville, dans la région. Donc, il y a un côté aussi très religieux. Il y a mon grand frère, il y a mon frère jumeau, qui, après son échec chez les bénédictins, va revenir aux études pour faire une maîtrise en théologie, s'intéressant entre autres aux icônes, liant la foi études, mais qui n'a pas finalement eu de carrière dans l'enseignement, ce qui aurait pu être son choix, et qui poursuit comme artiste, faisant surtout des aquarelles, et vivant dans la région de Québec, là, assez pauvrement.
étant assez proche aussi de l'Église, rédigeant même des sermons pour les prêtres les dimanches. Quoi. Vous voyez un peu cette situation. Mais on voit quand même que c'est quand même une famille qui est, au plan économique, frontalement, disons, frappée par ce déclin de l'entreprise, situation économique finalement, de sorte que si moi, mes études classiques étaient payées par mes parents, mon père, mes études universitaires, j'ai gagné en étant guide de pêche dans les Laurentides. Donc, les pourboires et par la suite comme assistant de recherche à l'université. Donc, c'est quand même avec des situations actuellement des uns et des autres, tantôt plus confortables, tantôt moins confortables, y compris certains vivant sur le bien-être social. Donc, vous voyez que les destins sociaux liés aux origines sociales sont liés souvent à ces changements, à ces conjonctures économiques et à ces choix. Mais la plupart de mes frères et sœurs ont quand même été plutôt du côté social et du côté culturel. Je regarde même du côté des neveux et des nièces, il y a quand même un intérêt toujours très grand pour l'engagement social, ou pour, au fond, des activités plus du côté des sciences sociales. J'ai une nièce qui est en sociologie, un de ses frères, un neveu qui a fait sciences d'éducation et un peu de sociologie. Moi, du premier mariage, j'ai un garçon qui est anthropologue et qui est prof dans le département de communication à l'Université du Québec. Et de l'autre côté, un autre fils qui est ingénieur. Donc, personne dans le secteur de l'entreprise, personne dans le secteur industriel. Chacun donnant finalement beaucoup plus aussi de place aux activités, je dirais, sociopolitiques et aux activités culturelles. Je pense que c'est ça qui... Ce que j'ai retrouvé aussi du côté des cousins et cousines du côté de mon père, qui étaient finalement des gens qui ont fait, par exemple, j'ai un cousin qui était curé, bon, c'est l'influence, qui est toujours curé, prêtre. Les autres, j'avais des cousines qui étaient plutôt dans le secteur, qui avaient étudié en travail social. Donc, plutôt secteur, tu vois, c'est une nouvelle profession qui s'ouvrait à nous. Je pense que on se demande toujours s'il y aura dans nos familles une nouvelle génération qui vont vouloir renouer avec l'entreprise. Par exemple, j'ai un garçon qui est un mariage, une qui est en médecine actuellement. J'ai d'autres neveux et nièces du côté maternel qui sont aussi en médecine. Mais j'ai un garçon qui a fait une business school ici à Concordia Université. Je veux dire ça en anglais parce que c'est la John Mawson School of Business. Mais qui après, finalement, ses études vont travailler chez Desjardins, chez Bombardier, et là, qui en a marre des grandes entreprises. Et à la mort très critique maintenant face au capitalisme, et qui est aux études aux États-Unis pour une maîtrise en finance et relations industrielles, mais s'intéresse plus à l'économie sociale. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a une espèce de code génétique qui fait que... Même lui qui a dit un jour, je veux faire de l'argent, revient finalement quelques années plus tard en disant, non, je veux sauver le monde, pas sauver le monde, mais oui, on va donner un sens social à mes activités, disons, d'études, à mes activités professionnelles. C'est la même chose pour celle qui est en médecine. Elle défend finalement des valeurs un peu malheureuses en médecine parce que tous les gens qui sont en médecine sont très straight en termes de... ne s'intéressent pas à la culture, à la carrière, ils veulent faire de l'argent. Elle veut plutôt faire de la médecine alternative. Bon, est-ce qu'elle veut sauver les gens, sauver le monde? Bon, elle a quand même... Bon, est-ce que c'est les influences des parents qui jouent? C'est un cas ou dans l'autre, mais alors, pour moi, pour terminer, disons, cette histoire de famille, on a traversé, disons, cet éclatement. On a eu des carrières très différentes. On se retrouve finalement toujours le plaisir de se retrouver avec les neveux, les nièces, les petits-enfants, mais avec le sentiment que on a suivi finalement des trajectoires très différentes. Et on se retrouve dans des situations, je dirais, intellectuelles et économiques un peu différentes. On regrette actuellement, je pense, le décès du frère, mon frère Pierre-André, parce qu'il était devenu un peu celui qui pouvait cimenter tout ça et nous réunir. Quoi.
au-delà des divergences, au-delà des différences et tout ça. Et là, la grande question qu'on se pose, bon, sera-t-il possible, disons, de maintenir le rituel, finalement, des fêtes de famille une fois par année sur le haut des Appalaches à Vianney, quoi. Donc, est-ce que ça explique le choix d'une carrière? Comme je disais, bon, c'est une contestation, un refus, finalement, d'une carrière de droit, en droit, pour aller finalement vers la sociologie qui offrait, comme je disais, à la fois une dimension politique, d'engagement social, une dimension culturelle, d'écriture, réflexion, d'écriture, au fond, d'intervention en politique à travers, par la médiation de l'écriture. Mais lorsqu'on fait des choix, comme jeune, on se pose souvent toutes sortes de petites questions qui, avec du recul, apparaissent moins importantes. C'est-à-dire, je me disais, est-ce que j'irai en... Pourquoi je ne vais pas en philosophie? Il y avait deux de mes meilleurs copains qui ont fait philosophie à l'Université Laval. Ils ont fait leur licence, mais pour ensuite s'orienter l'un vers le droit, l'autre vers la médecine. Je disais, bon... Donc, je m'intéressais beaucoup à la philosophie non thomiste, quoi. Heidegger, on lisait, et tout ça. Donc, on regrettait de ne pas avoir plus de philosophie contemporaine. Et donc, je me dis, bon... Et je me disais, bon, peut-être un des arguments qui ne tient pas beaucoup, dans une certaine mesure, je disais, bon, en philosophie, tout a été dit, quoi. La sociologie, c'est plus neuf, c'est plus nouveau. Ça me permettait peut-être plus de lier aussi une forme d'engagement. Réflexion théorique ou philosophique et engagement social et politique, la sociologie permettait. Je me suis beaucoup interrogé aussi entre la sociologie et l'anthropologie. Là, tu regardes des programmes. Quel programme? Tu regardes quel cours? Effectivement, les cours m'intéressaient peut-être plus en anthropologie. Bon, j'ai dit, pourquoi j'ai finalement opté pour la sociologie? Bon, c'est peut-être pour rassurer mes parents, disons. Parce que la grande question qui se posait, c'est... je me souviens, parce qu'au collège, on faisait une prise d'argument. Je pense que la sociologie ou sciences sociales, c'était jaune ou quelque chose comme ça. Il y en a qui... Mes parents savaient un peu, mais la grande question qui s'était posée après, c'est de quoi tu vas vivre? Comment tu vas gagner ta vie? Et heureusement, j'avais cet oncle curé, mais j'avais l'oncle qui était en relation industrielle. Il avait dit non, il a dit à mon père, c'est des nouvelles carrières, il y a des nouvelles professions, c'est très prometteur. On va dire que mon père avait payé pour les études de cet oncle-là, qui était là en relation industrielle. Même si je n'allais pas en relation industrielle, pour lui, bon, il connaissait très bien. Il dit, va rencontrer des profs à l'université. Donc, j'avais rencontré des profs à l'Université Laval, parce que j'étais au Collège de Lévis. Et donc, j'avais rencontré Gérald Fortin. Je connaissais les travaux un peu, les écrits, la réputation de Fernand Dumont. Et donc, j'avais choisi finalement la sociologie contre l'anthropologie, mais je me disais, bon, en sociologie, bon, je pourrais peut-être regarder du côté de l'anthropologie et faire les deux. Donc, la dernière question, c'était de savoir où je vais étudier. Mon destin, ça aurait été d'aller à Québec. J'étais la région de Québec. Tous mes copains allaient étudier à Québec, sauf quelques-uns qui sont venus à Montréal. Ben, j'avais cette blonde, cette copine, qui, elle, était une artiste et qui voulait venir étudier à l'École des beaux-arts, à l'École des arts appliqués qu'on avait ici en décoration d'intérieur à Montréal. Déjà, le fait d'aller en décoration d'intérieur, plutôt que beaux-arts, moi, l'influence de son milieu social était là aussi. Pouvoir travailler, avoir quelque chose qui soit payant. Et donc, pour cette raison, finalement, j'ai décidé que je m'installais à Montréal, quoi. Et donc, il y avait une autre raison qui était une raison aussi, je dirais, intellectuelle et politique, donc qui était, comme je disais, la politique m'intéressait beaucoup. J'étais abonné quand même très tôt au Devoir. Je pense, dès que je suis rentré au Collège de Lévis, je m'étais abonné au Devoir. On nous invitait à nous abonner. Donc, cet organisme qui c'était la CJC, donc je recevais le matin le Devoir. On allait chercher, on avait un certain nombre, donc je m'étais abonné au Devoir. C'est ça que j'ai lu encore ce Devoir. Pas par devoir, mais par certaine fidélité à ce journal. Et d'autant plus, j'ai collaboré pendant plusieurs années au Cahier des livres. Donc, j'avais une double...
Donc, ça amuse les enfants de voir que je reçois le droit. Et que j'ai dit, maintenant, il faut lire la presse, des fois, peut-être plutôt que des choses comme ça. Et je lisais aussi des journaux, des magazines. Au Collège de Plessisville, on avait commencé à lire Cité libre, qui était un collège assez moderne. À ce niveau-là, peut-être plus moderne que le Collège de Lévis, en termes d'orientation, en termes d'intérêt pour l'art contemporain, pour les débats d'idées. On faisait discuter sur la pour ou contre la peine de mort. Mais à Lévis, bon, je m'étais intéressé au journalisme. On écrivait, on faisait une radio étudiante. Et en même temps, on s'intéressait finalement aux revues qui paraissaient. Et donc, je lisais Parti pris, toujours en cachette, quoi. Et donc, je lisais un petit peu Socialisme 64, ça s'appelait, donc, à ce moment-là, qui a été créé par Marcel Rioux et Jacques Dauphnay. Et donc, je m'étais dit, bon, à l'Université de Montréal, il y a quand même, bon, Marcel Rioux. Donc, j'avais choisi... je pense déjà une grande admiration pour Fernand Dumont et pour ce que j'appelais l'école de Laval. Et donc, je suis parti à Montréal pour des raisons d'amour, quoi. Des raisons aussi d'intérêt politique. Et je me suis retrouvé dans un milieu tout à fait différent. J'ai perdu un peu les amis que j'avais du collège, de la région de Québec, pour me retrouver en ville. Est-ce qu'il y avait l'attraction de la ville? Peut-être aussi. Peut-être. Plessisville était entre Québec et Montréal. On était plus jeunes, on allait souvent à Québec faire des achats, des choses comme ça. Quand j'étais étudiant au Collège de Lévis, on sortait. On allait toujours à Québec pour voir les jeunes filles, mais pour voir le théâtre, pour voir le cinéma. Et donc, c'est le temps de Jeux Légime et compagnie. Donc, Québec, pour moi, c'était quand même la découverte. On a des conférences. D'une vie intellectuelle et culturelle, mais Montréal apparaissait évidemment déjà dans ma tête, dans mon imagination, une ville où les choses se passaient. Mais c'est plus difficile de se rappeler de tout ça, si ce n'est que la décision de venir à Montréal était motivée, entre autres, aussi par la présence de profs comme Rioux et Dauphnay. Des fois, quand je donne le conseil à des étudiants où aller étudier, peut-être plus au niveau des études collégiales, universitaires, maîtrise ou doctorat, j'ai dit, c'est pas uniquement le lieu, c'est aussi les personnes avec lesquelles vous voulez travailler. Donc, mais en allant à Montréal, en venant à Montréal, j'ai toujours gardé des liens avec l'Université Laval, de telle sorte que mon premier projet au niveau des études de doctorat était de changer d'université et d'aller faire mon doctorat à l'Université Laval sous la direction de Fernand Dumont. Et donc, je m'étais même inscrit, j'avais fait même un semestre où je vais voyager à Montréal, Québec, une fois par semaine, parfois par tempête de neige. Mais après, bon, j'avais décidé d'aller en Europe et de travailler avec Bourdieu. Mais vous voyez un peu quand même, oui, j'avais une grande estime, grand respect pour les travaux de l'école de Laval. Et même lorsqu'on était, nous, étudiants à Montréal, on lisait la revue Recherche sociographique. J'étais venu à des colloques de la revue Recherche sociographique. On lisait donc les travaux de Gérald Fortin, de Falardeau, et principalement aussi de Dumont. De sorte que... Et les études à Montréal, finalement, c'est quand même, je disais, l'intérêt pour des gens comme Dauphnay et Rioux. Bon, j'ai découvert aussi, il y avait Guy Rocher, qui nous a donné un grand cours d'introduction à la sociologie, dont l'assistante était à ce moment de Rocher était Céline Saint-Pierre. On rencontre aussi Céline Saint-Pierre, mais Guy Rocher nous faisait découvrir, au fond, la théorie sociologique. Je dirais, on découvrait le structuro-fonctionnalisme américain sans le savoir, quoi. Les notions de valeur, les notions de normes, etc. Tout était du Parsons sans qu'on le sache comme tel. Bon, je pense qu'on apprenait souvent à faire de la biologie sans savoir la théorie biologique derrière. Bon, c'est la même chose, on apprenait à faire de la sociologie. Mais c'était un grand pédagogue et on était tous fascinés par... son éloquence et par, au fond, il préparait, disons, la publication de son introduction générale à la sociologie. Donc, on était, par la suite. Il y avait aussi l'ouvrage, finalement, qu'avait édité, ou qu'éditait à ce moment-là, Rioux, dont la première, La Société canadienne-française, qui était un recueil de textes d'auteurs, finalement,
largement, disons, québécois, mais aussi canadiens, anglais, et même américains, portant sur le Québec. Et l'ouvrage était était publié d'abord en anglais. De cette sorte que nous, jeunes étudiants, on lisait le French Canadian Society en anglais. Je me souviens, c'était... on découvrait, disons, tous ces travaux. Effectivement, on découvrait... Oui, on avait une véritable explication, compréhension de ce qu'était ce que connaissait le Québec comme société en voie de transformation. Je pense que c'était peut-être la problématique de la modernisation, mais bon, tant au plan de la population, tant au plan de l'industrie, tant au plan de la religion, de la famille, on avait, je pense, le sentiment de découvrir, de mieux comprendre notre société dans laquelle on vivait et qu'on était appelés, nous, à étudier, peut-être à transformer en tant que fonctionnaire ou en tant que politicien ou en tant qu'intellectuel. Donc, il y avait un peu cette véritable sentiment de, oui, d'être confronté à une société en changement, mais d'avoir accès aux outils pour comprendre, connaître et transformer cette société. De sorte que, bon, l'étude de la société québécoise, que ce soit par les monographies, que ce soit par les études, disons, de contenu, que ce soit ou de discours, ou que ce soit par les sondages, on sentait, là, finalement, d'avoir effectivement des instruments. La démographie, par exemple, on se fait des cours de démographie, c'est très important. Vous voyez, bon, les concepts et des outils d'analyse qui étaient... bon. Donc, est-ce qu'on avait finalement le sentiment d'acquérir une véritable compétence? Bon, ça, c'est autre chose. Ça dépendait un peu des intérêts qu'on pouvait avoir, des habiletés qu'on pouvait avoir. Donc, mais il y avait obligation, je pense que c'est toujours important pour la sociologie, l'anthropologie moins, d'une maîtrise, disons, des outils statistiques. Être capable, même si on ne fait pas des sondages, même si on ne devient pas des spécialistes de méthodologie quantitative, c'était indispensable de pouvoir les comprendre, de pouvoir lire des tableaux, de pouvoir les analyser, même si, comme Rioux, qui était lui plus distant et critique par rapport à ça, il disait toujours, finalement, bon, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, quoi. Ça rendait très nerveux, très enragé, finalement, les collègues méthodologues. Donc, il y avait un peu... Mais c'est vrai quand même, c'était aussi un milieu il y avait une grande diversité intellectuelle, politique et théorique. J'aimais bien ce département parce que, bon, il y avait le fondateur du département qui était l'abbé Lacoste, devenu Monseigneur, qui nous donnait des cours de sociologie religieuse. On disait, mais sociologie religieuse catholique, ça ne nous intéresse pas. Une sociologie des religions, peut-être. Donc, mais il était là, il y avait des professeurs en démographie comme Henri Pain, un économiste qui s'appelait Otto Thur. Donc, il y avait Jacques Duffeny qui venait de la Belgique, qui enseignait le syndicalisme. Et, oui, qui nous donnait finalement des éléments d'étude de la stratification. Il y avait Denis Szabó, qui était d'origine hongroise, qui enseignait la criminologie. Et donc, j'ai même fait une petite entrevue, un livre-entrevue sur Denis Szabó, parce que un de mes intérêts était de faire des entrevues et de publier des entretiens avec les pionniers des sciences sociales. Et donc, j'ai commencé avec Szabó, j'aurais dû continuer avec d'autres. J'ai publié un petit texte sur le Père Lévesque, fondateur des sciences sociales. J'ai publié un texte sur Montpetit, fondateur des sciences sociales à Montréal, et un texte aussi sur Falardeau, prof. Et donc, j'avais cet intérêt pour l'ensemble aussi de la sociologie québécoise. Mais à Montréal, quand même, il y avait quand même une diversité. Il y avait des oppositions, je dirais, catholiques, athées, positions nationalistes, fédéralistes. Rocher était fédéraliste à ce moment-là. Rioux avait été fédéraliste, mais devenait nationaliste, quoi. On participait quand même un peu avec Rioux, Rocher, à cette contestation de la société québécoise et ce début de révolution tranquille. On allait à des colloques ici, dans le Nord, d'un organisme lié à Radio-Canada qui faisait des colloques où il y avait, comment il s'appelait, l'économiste de La Montagne qui était là, ou Dion, le père du jeune
Stéphane Dion, donc c'était Léon Dion. Donc tous ces gens-là participaient à un débat, à une contestation finalement de la société québécoise. On participait à travers eux, mais avec une radicalisation, soit à cause de l'influence de parti pris. Et le département, il y avait cette diversité, et cette diversité théorique. Il y avait Rocher qui était plutôt structuro-fonctionnaliste, Rio qui était proche finalement de l'anthropologie, et qui a fait des études de communauté pour en venir ensuite au marxisme et à la théorie critique. Mais le marxisme est toujours plus démocratique ou humaniste, jamais sectaire ou dogmatique. Donc, on pourrait revenir sur Rio, mais cette diversité, je dirais, intellectuelle, politique et théorique était quand même une des grandes caractéristiques de ce milieu universitaire, à un moment où c'était en pleine explosion. Bon, on était dans un mouvement de presque âge d'or des sciences sociales, de monter, mais en même temps, on se retrouvait plusieurs. On était dans des groupes, dans les cours de Rocher, on devait être 200. Bon, au niveau de la maîtrise, on était moins, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une arrivée, beaucoup. Les gens se sont spécialisés ensuite selon les méthodologies, selon les spécialités. Il y en a qui... Parce qu'à cette époque-là, on commençait par faire le bac en sociologie pour ensuite s'orienter vers d'autres disciplines. Par exemple, la démographie, c'est devenu une spécialité de maîtrise, doctorat. La criminologie, même le travail social, on suggérait souvent de passer en sociologie pour ensuite faire. Donc, c'était les écoles graduées. Relations industrielles, c'était la même chose. Tout ça, ensuite, est devenu spécialisé et ils ont commencé à faire de telle sorte que la sociologie, qui était quand même le cœur des sciences sociales, a perdu un petit peu au fur et à mesure de sa force, de sa prégnance, de sa centralité comme discipline. Mais c'est quand même un milieu de grande diversité, de grande effervescence, je dirais, intellectuelle et politique, ce qui ne nous empêchait pas quand même de critiquer l'université. Parce que mai 68 a été vécu ici. Il y a eu des occupations à l'Université de Montréal à l'automne 69. Donc, le marxisme, le maoïsme, les groupuscules ont frappé l'université aussi et les milieux des sciences sociales. Donc, c'est pas si... donc, c'est à la fois une grande effervescence. Cette idée qu'on ne se posait pas la question, même si mon père m'a posé la question, est-ce que tu vas gagner ta vie? On ne se posait pas nécessairement cette question-là en choisissant la sociologie. C'est vrai qu'une fois étudiant, on commençait à se préoccuper un petit peu. Il y en a qui sont allés par engagement vers l'action sociale, vers le syndicalisme. D'autres ont poursuivi les études. Et moi, j'ai poursuivi finalement au niveau de la maîtrise. Probablement soit parce que j'avais des bonnes notes à l'école, à l'université, déjà les profs t'identifient, ou soit que j'avais un intérêt pour, je pense, la recherche et pour l'écriture. Je pense que pour mon rapport à l'action, j'étais conscient qu'elle devait passer par la recherche et par l'écriture. D'où, au fond, je pense qu'on ne choisit pas nécessairement, disons, certains, dès la première année, savent ce qu'ils vont faire. Ils disent, on va faire le doctorat. Très souvent, c'est souvent étape par étape. Et par, tâtonnement un petit peu. On ne sait pas trop où on va aller, avec qui on va faire sa maîtrise. Moi, j'avais pensé travailler avec Rio, mais Rio n'avait pas nécessairement d'argent pour engager un assistant de recherche ou des choses comme ça. J'avais commencé à travailler avec un autre prof qui était Colette Caris, mais Céline Saint-Pierre n'était pas prof à ce moment-là. Elle m'avait engagé, mais bon, le lien entre Céline Saint-Pierre et ensuite avec Marcel Rioux va faire en sorte que je vais pouvoir avoir accès, non pas nécessairement à un salaire, mais à des archives, à des matériaux, ce qui sera l'objet finalement de ce qui peut surprendre encore, lorsque j'en parle à des plus jeunes, de faire un mémoire de maîtrise sur communisme et anticommunisme au Québec, 1920-1950.